Alors, coucou tout le monde, donc c'est Margot Delpech avec Frédéric Schott. On se retrouve là suite à l'entretien que j'ai eu avec Jean-Philippe Ruette, avant-hier soir, où, le thème c'était la sexualité et la conception et sexualité. Où on a échangé pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure sur quel peut être l'impact de notre sexualité sur l'enfant à venir, voire l'enfant qui est déjà là, puisque dans le cas de Jean-Philippe, c'était un peu ça qu'il a expérimenté, puisqu'il a transformé sa relation à lui-même et à sa sexualité, et puis à son intimité dans le couple, alors qu'il avait déjà 3 enfants. Et, donc voilà, là, suite à ça, Frédéric m'a signifié qu'il avait lui aussi un partage à faire à ce sujet. Et donc c'est pour ça qu'on se rencontre avec Frédéric. On se connaît pas très bien encore, mais on se connaît grâce à la communauté communication quantique de Agathe Bourrassé. C'est Et, ça, oui. et voilà, si tu as envie de dire vite fait, Frédéric, toi, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, pour qu'on sache un petit peu qui tu es. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour ton invitation, Margot. Aujourd'hui, je suis thérapeute depuis 1 an et demi à peu près maintenant. J'exerce donc à Strasbourg autour de l'hypnose, du coaching, du massage, et j'accompagne les personnes notamment sur des difficultés parfois professionnelles, mais surtout relationnelles, qui ont en lien avec le couple, l'intimité et la sexualité. Donc forcément, la thématique de la vidéo de l'autre jour m'a interpellé, notamment sur le lien que peut avoir la sexualité finalement dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la construction de son être, de qui on est, mais aussi sur l'impact que ça peut avoir sur nos enfants. Je n'ai pas toujours été thérapeute. Avant d'être thérapeute, j'étais ingénieur, je le suis toujours d'ailleurs, dans le secteur de la construction. Et j'avais toujours pour objectif d'inscrire mon action dans un contexte global, dans un contexte d'amélioration du cadre de vie des personnes, du bien-être en fait, par le biais de l'habitat. Aujourd'hui, j'ai quitté un peu cette sphère-là. Je me consacre toujours au bien-être des personnes, mais plus de façon, on va parler plutôt de construction intérieure que de construction Ça extérieure. fait sens. Sachant que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, c'est un peu bateau ce que je dis là, mais c'est ce que j'ai expérimenté vraiment. De par mon parcours, j'ai eu un certain nombre d'expériences qui m'ont été proposées. Et dans un premier temps, je m'interrogeais sur ce qui se passait à l'extérieur de moi. Un petit peu en combat, tu vois, mince, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, etc. Avant de comprendre enfin que ce qui se passait avec ça, ben, j'étais peut-être un petit peu responsable aussi de ce qui se passait, que j'étais co-créateur de ce que je vivais. Et ça t'a amené à faire pas mal de changements dans ta vie. En effet. Il y a un certain nombre de changements sur un plan perso. Je peux vous dire que moi, j'étais marié 2 fois, avec 2 divorces, donc ça a été bien challengeant. J'ai 3 enfants qui sont aujourd'hui adultes. Une fille qui a passé ses 18 ans, qui va même avoir 19 cette année, et 2 garçons, des jumeaux, qui vont avoir 21 ans. Donc les premiers enfants, effectivement, ça a été challengeant. Des jumeaux, c'était assez incroyable, extraordinaire, une belle expérience. Et puis, celle que je voulais partager avec vous, c'était celle que j'ai eue avec ma fille. Ok. Et je voulais d'abord te poser une question. Du coup, toi, tu dis qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir, en fait, ça revient régulièrement, cette question de la sexualité et du couple. C'est ça que tu disais? Absolument, absolument. C'est-à-dire que quel que soit, alors j'ai fait attention, d'ailleurs j'ai fait une petite écriture quantique à ce sujet pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ces antennes sur la sexualité. Et il s'en est sorti que c'est tout à fait clair et que finalement c'est quelque chose qui est en résonance avec mon parcours et qu'il n'y avait pas que ma posture était claire, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Donc ce qui se passe, c'est que quelle que soit finalement la problématique de départ, je m'aperçois que au fur et à mesure de l'avancement des échanges et du chemin qu'on fait ensemble, se logent des problématiques ou des traumas ou des événements en lien avec la sexualité, l'intimité, comment je me perçois moi, mon rapport au corps. Est-ce que j'arrive à me faire plaisir? Quel est mon niveau de bonheur dans ma vie? Mm. Est-ce que j'arrive à jouir de la vie au sens large du terme? Et là, bien souvent, on se rend compte que sur une échelle de 0 à 10, on est à 2, à 3, parfois à 0. Et parce qu'on ne s'autorise pas finalement à être soi.
On ne s'autorise pas à ressentir du plaisir, à se faire plaisir. On se connecte davantage aux besoins, aux envies de l'autre, des autres, que ce soit dans le couple, dans la famille avec les enfants, ou alors au travail, ou même dans les rapports sociaux, en fait. On se connecte trop. On se connecte d'abord aux besoins des autres avant de se connecter aux siens, et du coup, ça crée des désordres, en fait. Mmh. On n'arrive plus à prendre de décisions pour soi, on prend des décisions pour les autres, on n'écoute pas forcément ce qu'on a envie de faire, donc on se met des couvercles. Et à force de mettre des couvercles sur la cocotte, ben, ça chauffe, et puis à un moment donné, ça claque, quoi. Un point de rupture. Ouais et ça, c'est un peu global. Enfin, si on du coup, ce que tu dis, moi, ça me fait écho que c'est un peu le cas de la plupart des gens aujourd'hui, enfin de la du rapport à l'intimité et au corps, au Tout à fait. plaisir de la plupart des personnes aujourd'hui. Absolument. Alors c'est assez contradictoire. Ce rapport au corps, on voit du corps partout, de la sexualité partout, sur les affiches de pub, Mmh. etc. Tout est très sexualisé. Et pourtant, il y a un vrai décalage. C'est-à-dire que ça se voit aussi quand quand je demande aux personnes que j'accompagne à mon ah, je me sens bien. Très bien. Comment vous savez que vous vous sentez bien? Ah ben, je me sens bien. Je suis obligé d'aller insister. Bon, portez votre conscience dans votre corps, on va scanner votre corps de la tête aux pieds, des pieds à la tête. On va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que si vous ressentez quelque chose? Pour que ce bien, bah, à mon avis, il y a bien des signaux qui arrivent quelque part, qui vous disent que vous êtes bien. Et ça commence par ce genre de détails, quoi. Détails entre guillemets. C'est-à-dire que je suis déconnecté de mon corps, je sais que je suis bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et ce travail de tout doucement reconnecter à soi, à sa sensorialité aussi, donc à la sexualité quelque part, permet tout doucement de ressentir, bah tiens, ah mince, je me sens triste, ah mince, je me sens fatigué. Ah mais comment ça se fait? Je ne sentais pas avant. Bah, c'était là déjà, sauf que je ne voulais pas le regarder, ou j'en étais déconnecté, ou je m'étais déconnecté parce que je ne me sentais pas en sécurité de ressentir ça, ou parce que ce n'était pas acceptable de le ressentir par rapport à la situation dans laquelle je suis, etc. Ouais, ça me parle trop ce que tu dis. Ah ouais, ça me fait enfin, ça me fait vraiment écho parce qu'effectivement, moi, j'ai complètement été, hyper déconnectée de mon corps. Enfin, j'étais toujours, dans ma tête, ailleurs, comme beaucoup et c'est vrai que simplement se demander à son corps, là, vraiment aller écouter qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que vraiment je suis bien? Bah, en fait, moi, la plupart du temps, je peux encore remarquer, même si c'est bien moins qu'avant, que je suis quand même toujours un petit peu en stress. Mon corps est toujours un petit peu, il y a toujours une petite tension que je suis en train de chercher, pourquoi toujours, hein, mais c'est vrai que c'est enfin, ouais, ça me parle de poser la question comme ça. Hmm. Alors, le stress, il peut tout à fait être utile parce que c'est grâce au stress qu'on arrive à mettre un certain nombre de choses en place. Quand on a froid, quand on a chaud, c'est un stress aussi. Donc l'organisme, ou quand on est malade, donc il y a un stress naturel qui va se mettre en place pour faire face à quelque chose, un intrus ou peu importe. Là où ça devient délétère, c'est quand ce stress nous empêche d'être qui on est, nous empêche de prendre les bonnes décisions pour soi, nous empêche d'être heureux et de goûter pleinement à plaisir d'être soi, en fait, d'habiter son corps aussi. On s'interdit souvent ça, en fait, d'habiter pleinement son corps parce qu'on a peur d'être soi. Mon Dieu, si je ressens du plaisir, qu'est-ce qui va se passer? Égoïste. Il y a aussi cette notion d'égoïsme par rapport au plaisir qu'on peut ressentir. Alors que c'est ce que j'ai expérimenté moi vraiment dans mon corps et dans mon cœur et dans ma tête, c'est que je ne peux être bien. Alors ça, pareil, c'est des choses qu'on entend souvent, mais je ne peux être bien avec les autres, dans mon intimité, dans ma famille, etc., que si je suis bien avec moi. C'est impossible autrement. Je ne suis pas en capacité d'être bien et de m'accueillir tel que je suis, avec ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'aimerais pas, etc. Comment je ne peux pas être en lien avec l'autre? C'est pas possible. Enfin, ce lien, il est possible, mais il est biaisé. Il est pas nourrissant, il n'est pas porteur. C'est un lien qui est aliénant. Je ne suis pas avec l'autre, mais je suis pour l'autre ou contre l'autre. Il y a pas cette magie qui s'opère, quoi. Qui fait que ben, la joie, elle arrive. La joie apporte la créativité, l'amour, tout ça. Enfin, donc, ce mouvement vers soi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, était indispensable en premier temps, en première intention, pour pouvoir mieux être avec les autres. Donc, c'est être avec soi et les autres. C'est pas ou, c'est et. OK et du coup, là, par rapport à toi, c'était enfin, c'était, ta f ce que tu à la base, que les langues que tu avais, c'était de partager, l'expérience que tu as eue avec, entre l'intimité, la sexualité et finalement la naissance de ta fille, comment ta fille a grandi? Enfin, si Ouais. tu peux préciser un petit peu,
Oui, on va essayer de préciser. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Euh, Ce qui s'est passé avec ma fille, donc j'ai eu les deux premiers enfants, les garçons, les jumeaux, et j'ai rencontré quelques difficultés dans ma vie professionnelle. Et je dois dire que ma relation de couple à l'époque n'était pas très épanouissante pour moi. Et donc le désir de conception de ma fille n'a pas été fort. Il n'y avait pas un désir de paternité très très fort. C'est pas quelque chose que je portais vraiment dans mon cœur. Il n'y avait pas de désir de faire un troisième enfant. Et C'était avec la même maman que les 2 garçons? oui, c'est ça, oui. Donc les trois enfants sont issus du premier mariage, en effet. Tout à fait. Alors que pour concevoir les deux premiers, ça avait pris un certain temps, un petit temps. Pour ma fille, ça s'est fait en une fois. Et après coup, il m'est arrivé de regretter, en fait. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de facilité à en parler, j'assume, mais c'est vrai que il y avait parce que pourquoi je regrettais? J'ai regretté parce qu'il n'y avait pas cet élan vraiment de paternité d'avoir un troisième enfant. Je l'ai fait pour les mauvaises raisons, quelque part, sans rentrer dans les détails, il y a des mauvaises raisons. Et ensuite, donc la grossesse s'est très très bien passée. J'étais présent comme à la première grossesse, j'avais adoré suivre tout ça. J'ai manqué aucune échographie. J'ai trouvé ça extraordinaire, enthousiasmant, etc. Mais il y avait quand même ce petit truc derrière, cette envie qui n'était pas forcément là. Euh, et cette envie s'est un petit peu accentuée sur la fin, un peu avant sa naissance. La naissance s'est passée avec quelques difficultés par la maman. J'étais toujours là pour l'accompagner, etc. Mais ce qui s'est passé très vite, c'est que Mathilde, je vais prononcer son prénom, ma fille, a eu un souci de santé qui s'est d'abord manifesté au niveau de son oreille. C'était une otite qui s'est surinfectée. On a été baladé à gauche, à droite, hôpital, pas hôpital, et jusqu'au moment où un interne nous a gardés, a fait une prise de sang, et là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose de grave qui se produisait, un taux de CRP qui avait explosé. Donc, le taux de CRP, c'est le niveau un indicateur du niveau d'infection dans le sang. Donc, elle avait un seuil qui avait explosé, qui s'envolait. Et donc, on s'est dit, oui, il y a un souci. Et en fait, ce qu'elle a développé, c'était une maladie, c'est même pas une maladie, c'est un syndrome, qui avait pour conséquence une déficience immunitaire grave. Donc, ça s'appelle une neutropénie. Donc, une déficience de polynucléaire neutrophile. Dans les globules blancs, pour faire simple, il y a deux familles. Les globules blancs donc, ont la responsabilité de défendre l'organisme contre les attaques extérieures des bactéries, champignons, etc. Dans les globules blancs, il y a deux familles, les lymphocytes et les neutrophiles. Ma fille ne savait pas fabriquer de neutrophile. Ok. Donc, elle a développé cette forme de déficience, de déficience immunitaire assez surprenamment. Sur le coup, je ne me suis pas forcément trop posé de questions. J'étais présent, la maman aussi, on l'a accompagnée dans tout ça. Aujourd'hui, elle est tirée d'affaire, elle a eu une greffe de moelle osseuse d'un de ses frères, c'était absolument incroyable, on a vécu des choses complètement dingues. Ça n'a pas forcément rapproché la famille, mais ça rapprochait les trois enfants en tout cas. Et qui sont aujourd'hui très soudés, plus soudés entre eux qu'avec leurs parents d'ailleurs, mais c'est aussi bien comme ça. Et aujourd'hui, quelle est l'analyse que je fais de tout ça? Je ne peux pas m'empêcher de dire, je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que ma fille m'a envoyé un petit message, un petit coucou. Tu vois, genre, bon, tu es tout à fait d'accord que je vienne, bah, tu vas t'occuper de moi. Et tu vas te rapprocher. Tu vois? Je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, j'ai expérimenté ça. Je me dis, quand même, de la conception à la naissance, il y a eu quelque chose, chez moi en tout cas, qui était presque de l'ordre du rejet sur la fin. C'est vraiment physique, quoi. Je me dis, mince, j'étais dans un contexte qui n'était pas favorable du tout, très contraignant, et cette naissance arrivait comme une contrainte de plus. Et en face, j'ai ma fille qui dit, ah, une contrainte de plus, bah tiens, je vais t'en rajouter une petite couche, tu vas voir un petit peu ce que c'est que la contrainte. Donc aujourd'hui, je crois, je pense que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, notre comportement, nos pensées, nos attitudes sont créatrices. Nos pensées sont créatrices.
quel que soit ce que ça génère, en tout cas, c'est pas neutre. Il se passe des choses en face et autour de nous. Est-ce que quelque part pour toi, c'était d'une certaine manière, genre, t'étais pas dans l'accueil de ce que la vie te proposait en proposant cette fille qui arrivait là, et parce que t'étais plutôt dans le contrôle de ma vie là, c'est bon, ça suffit, j'ai ce qu'il faut, voilà, et que du coup, par ces événements de la vie ensuite qui ont provoqué cette maladie, etc. On t'invitait d'une certaine manière à vraiment lâcher prise sur je veux contrôler, c'est moi qui choisis, et ben non, en fait, accueille ce qui doit être, parce que là, tu veux tellement contrôler que tu crispes partout. Enfin, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Il y a sans doute quelque chose comme ça, oui. Et puis une grande leçon de vie, c'est-à-dire que le matin, quand j'allais la rejoindre, je passais une journée à l'hôpital. Hein, je savais pas si le soir je la quittais, je savais pas si elle allait être vivante le lendemain. C'était à ce point. Donc effectivement, elle m'a appris à lâcher prise, effectivement, sur ce que la vie me propose, m'offre ou pas. M'offre tout court. C'est-à-dire que j'ai appris que la vie, c'était un cadeau, qu'elle pouvait s'arrêter à n'importe quel moment et que c'était OK. J'ai aussi appris donc, elle était dans un service en onco-hémato-pédiatrique, donc avec des petits-enfants qui souffraient de leucémie, de cancer, etc. C'était extrêmement compliqué au début. Au début uniquement, parce qu'après, j'ai changé de regard sur ces enfants et j'ai vu cette vie, cet amour de la vie qui était là, qui se manifestait. Je me dis, wow, mais c'est quand même incroyable. En fait, au-delà de tout, il y a cet amour du vivant qui se manifeste partout. Et moi, je suis là en train de me dire, ah, c'est pas possible. Non, mais en fait, si, c'est possible. Et c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Donc, ça m'a ouvert à tout ça. Et je me souviendrai toujours d'un enfant qui reprenait une maman qui était là, complètement effondrée dans la salle. Il y avait une petite salle d'attente au début du service, à l'entrée du service, effondrée en pleurs, en sanglots. Et cet enfant lui disait. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je ne sais pas si j'ai vécu cette scène en vrai ou si je l'ai rêvé ou si c'est une vision qui m'est apparue. C'est vraiment très, très présent, c'est très réel. Mais il y a un truc comme ça, une espèce de bug. Bref, cet enfant disait donc à cette maman, ce n'était pas la sienne, qui pleurnichait, mais madame, vous n'avez pas le droit de pleurer, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi vous pleurez? Votre enfant, il a juste besoin d'une chose, c'est que vous l'aimiez. Et donc, ça fait l'effet waouh, parce qu'en fait, oui, il n'y a que ça c'est ce qu'on nous demande dans notre vie, c'est de s'aimer, aimer qui l'on est, aimer son corps, aimer son cœur, aimer ses enfants, et s'ouvrir à tout ça, en fait. Dès qu'on passe sur un blocage, une contrainte, machin, peu importe ses choix finalement, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. À un moment, la vie nous propose des choses, on fait des choix, on les assume ou pas, mais l'idée, c'est toujours de rester dans le mouvement, dans l'amour de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et toi, aujourd'hui, est-ce que les derniers changements qui ont eu lieu dans ta vie, gros changements qui ont eu lieu dans ta vie, dans ta perception de toi-même, etc., est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu un impact sur tes enfants aussi? Oui, bien sûr, oui, oui. Ah, comme l'évoquait ton invité l'autre jour, ces prises de conscience et ces ouvertures se sont faites au fur et à mesure, parce que tu as bien compris que j'ai bien cheminé depuis. Et les enfants m'ont suivi aussi un petit peu, sans forcément que j'ai besoin de dire quoi que ce soit, par l'observation et par peut-être l'énergie ou le changement d'état dans lequel j'étais en fait. Ils m'ont vu changer, ils se sont dit tiens, ils sont ouverts à d'autres choses, même par rapport à leur maman qui restait plutôt fermée à certaines choses. Donc ils se sont retrouvés à observer, à comparer, à se positionner. Alors ils ont parfois encore un peu de mal à se positionner, parce qu'ils viennent vraiment, ils naviguent dans deux univers complètement différents. Mais oui, ils ont beaucoup évolué, ils ont beaucoup changé, oui. Et c'est merveilleux. Le mouvement intérieur qui se reflète à l'extérieur. Exactement. On en revient à ça, oui. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ces partages Merci à toi. d'expériences intimes aussi, de ce qui peut se vivre, de cet impact autour de la naissance, de la venue au monde, quoi, et de l'impact sur l'enfant. Bon, bah, je vais arrêter le live, enfin pas le live, on n'était pas en live, t'inquiète. L'enregistrement. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt. Oui, à bientôt.